qui à mon avis apparaît en creux de ce que vous venez de dire, c'est aujourd'hui, on peut considérer qu'en gros la presse papier intéresse les étudiants à qui on la distribue gratuitement, quelques classes sociales supérieures et donc les passagers de l'avion. Les médias télévisuels en revanche jouent un grand rôle. Oui. Est-ce que vous distingueriez un petit peu ce rôle de celui qui est joué en gros pour une intelligentsia par la presse? Est-ce que c'est différent? Est-ce que pour vous ça joue sur les mêmes ressorts ou est-ce qu'il y a une particularité de la télévision? Alors d'abord, si vous voulez, l'importance de la presse écrite, c'est son rôle sur la télévision. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Libération, c'est pas les 98 000 journaux qui sont vendus chaque jour, enfin vendus, dont 30 000, 35 000 achetés par Air France. Ça touche les catégories plus ou moins supérieures, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que les gens qui font les radios et les télévisions, leur base, c'est Libération Le Monde. Donc Libération Le Monde, c'est lu par personne, par pas grand monde, mais c'est lu par les gens qui font le 20h de TF1, le 20h de France 2, BFM, M6, etc., et qui eux touchent 20 millions de personnes. Donc il y a un effet multiplicateur. Hein, et la une du Monde, qui sont les unes de plus en plus militantes, la une du Monde, elle compte parce que c'est ce qui va servir ensuite à faire le 20h. Idem pour Libération. Et le Figaro, comme ils ne font pas de une, Le Figaro, ils disent quand même un peu la même chose. De temps en temps, c'est un peu la même chose, en version critique de Hollande, mais sur le fond, Figaro, c'est assez pitoyable. Hein. Voilà. Alors, évidemment, les médias audiovisuels, il y a un autre aspect, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus court, beaucoup plus en termes d'image, etc. Mais ceci étant, si vous regardez l'évolution même du Monde, considéré comme un journal sérieux, mais il y a de moins en moins, si vous comparez par rapport au contenu d'il y a 30 ans, il y a un contenu en termes de signes qui a été divisé par 2 ou par 3, en termes de contenu, et par contre, il y a toute une mise en scène, une scénarisation. C'est-à-dire les unes, elles sont scénarisées. Hein, il faut trouver des photos sensationnelles aussi. Hein, moi j'ai été frappé, il y a 10 jours, ils montraient, à propos, là il y a une grande campagne contre l'Ukraine en ce moment. Oui. Bon. Et donc Le Monde avait fait en page 2, 40% de la page 2 était occupée par une photo de militants ukrainiens pro-Union européenne occupant le Parlement. C'est-à-dire quand en France, il y a eu quelques mots de protestation de la tribune de l'Assemblée au moment du vote de la loi Taubira, ça a été considéré comme un scandale, une atteinte terrible à la démocratie, alors ça se fait quand même assez régulièrement. Et c'était depuis la tribune quelques secondes. Là, on vous montre les gars qui occupent le Parlement, par la tribune, le Parlement, on vous dit c'est formidable, c'est la résistance, etc. Bon. Là, on vous dit, j'entendais ce matin, manifestation monstre à Kiev, 100 000 personnes. En France, 1 million de personnes, c'est un demi-succès. Là, 100 000 personnes, honnêtement, je n'ai pas vérifié les chiffres. Hein. C'est 100 000 personnes données par France Info sur Kiev. Je nourris quelques j'ai pas vérifié. Enfin, bon, manifestation monstre. Et puis on explique, ils occupent la mairie et ils s'apprêtent à résister à la police. Vous imaginez le printemps français occupant la mairie de Paris, comment ce serait traité médiatiquement? Voilà, donc il y a d'un côté les factieux, et ça c'est typique si vous voulez, parce que le fonctionnement des médias,
ce n'est pas la distinction entre ce qui est juste et ce qui est faux, entre l'exact et l'inexact, c'est la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Et donc, être contre la loi Taubira, c'est mal, c'est le camp du mal. Être pour le rattachement de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est être dans le camp du bien. Et donc les médias, ils sont dans le camp du bien. Donc ils ne disent pas le vrai, le faux, ils disent le bien, ils distinguent le bien du mal. Et ils déversent de la moraline à jet absolument continu. Et c'est une désinformation absolument permanente. Mais à quoi ça sert? Rien. Ben si, ça sert à conditionner les gens. Ça maintient le pouvoir, une idéologie dominante se maintiennent grâce à cette injection constante de bien-pensance. Sinon, ça sauterait très rapidement. Donc c'est artificiel. Ah, c'est non, parce que les gens s'en rendent compte quand même sur le terrain. Bah, ils s'en rendent pas si compte que ça, parce que si vous voulez, tout le monde est influencé par le politiquement correct, le médiatiquement dominant, parce que quand vous entendez des messages, ils rentrent dans vos têtes. Le vocabulaire, il rentre dans vos têtes. Sur Radio Courtoisie, vous le savez, on fait un bulletin de réinformation. Eh bien, ceux qui font le bulletin de réinformation, qui sont donc des dissidents politiques, des dissidents intellectuels, ils ont tendance à reprendre le vocabulaire de la novlangue des médias dominants. Par exemple, ils vont parler d'un sans-papier. Un sans-papier, c'est pas un sans-papier. Un sans-papier, c'est un délinquant clandestin, un étranger délinquant clandestin. C'est ça. Et on a inventé le mot de sans-papier. C'est génial le mot de sans-papier. Parce que si le type est sans-papier, bah, il faut lui donner des papiers. Et donc on inverse le truc. Et à partir du moment où vous rentrez dans cette logique-là, du sans-papier, bah, et le mot vous l'employez, puis c'est comme vous l'entendez, vous avez tendance à le répéter. Et donc il y a tout un vocabulaire qui finit par le mariage pour tous, c'est de la novlangue, parce que de toute façon le mariage n'est pas pour tous, puisque vous ne pouvez pas épouser votre frère, vous pouvez épouser votre soeur, vous pouvez pas épouser votre fils, vous ne pouvez pas épouser votre mère, il y a quand même encore des interdits, donc c'est pas vrai quand on dit que c'est mariage pour tous. C'est pas vrai, c'est de la novlangue. Mais évidemment, si vous êtes contre le mariage pour tous, c'est que vous êtes un salaud. Parce que vous ne voulez pas que tout le monde profite de cette bonne disposition. Donc, et le vocabulaire, quand vous entendez 50 fois le même mot, vous l'utilisez. Et si vous ne regardez pas la radio, vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas la télévision, les gens autour de vous la regardent, l'écoutent, et intègrent ce vocabulaire. Et donc, il rentre dans vos têtes. Le système actuel, ça consiste à contrôler les cerveaux. Voilà. Il y a la formule d'ailleurs de Lelay à propos de TF1, il pensait à la publicité. Lelay, patron de TF1, le rôle de TF1, le métier de TF1, c'est de vendre tant de cerveaux disponibles à Coca-Cola. C'est ça. Et donc, les médias, ils vous achètent du temps de cerveau. Ce qui est quand même limité, hein. Parce que dans votre vie, vous multipliez l'espérance de vie, allez, 80, 85 ans par le nombre d'heures, et ils vous attrapent une partie de vos heures pour passer leur message. Alors là, c'est intéressant parce que il y a des critiques, disons, de gauche radicale ou d'une gauche qui s'assume, comme Serge Halimi ou Noam Chomsky, qui auraient un discours absolument approchant. Ah oui, tout à fait. Alors, vous, est-ce que vous avez une même analyse ou en quoi est-ce que vous distingueriez de leur point de vue? Je pense que leur point de vue critique est juste.
le point de vue de Serge Halimi est un peu biaisé sur certains sujets. Mais globalement, la critique qu'il fait dans Les Chiens de garde du système médiatique est assez juste. Je la reprends volontairement un peu. Alors que la majorité des journalistes d'extrême gauche servent en fait le système mondialiste pour une raison très simple, c'est que le point commun entre le capitalisme financier et le trotskiste de salle de rédaction, c'est qu'ils veulent l'abolition des frontières, l'abolition des frontières physiques, l'abolition des frontières morales, et ils veulent un monde, ils partagent la vision d'un monde indifférencié. Donc ce qui explique que finalement les types de Libé ont été ravis d'avoir Rothschild comme patron, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais finalement, au fond, ils communient dans l'idéal d'un même monde indifférencié, sans frontières, sans tradition. Et donc, de ce point de vue-là, l'internationalisme et le mondialisme se rejoignent, et il faut bien reconnaître que les traditions sont un obstacle à l'extension du domaine marchand. Et l'objectif, c'est l'extension du domaine marchand, qu'on voit d'ailleurs de manière extraordinaire, cette très belle phrase de Pierre Berger. On vend bien des bras, pourquoi on ne vendrait pas des ventres? Voilà. Avec quand même cette petite différence que dans la vente de ventre, il y a quand même un être humain à l'intérieur. Mais ça reste à prouver ça, attention. Bon, voilà. Mais Berger vous dit ça. C'est l'extension du domaine marchand. Berger, il a la totale. Le lobby LGBT, SOS racisme, le non-art contemporain, le luxe, le monde, il a la totale. Ce type est admirable. Ce type est admirable. Et alors finalement, pour vous, vous allez... comment dire ça? Est-ce que ce cosmopolitisme, comment est-ce qu'il peut être combattu? À la fin de la tyrannie médiatique, vous dites qu'il faut faire un effort d'hygiène. Alors ouais. À l'époque, on disait casser vos télévisions, maintenant plus personne n'en a, ça c'est facile. Et par la réinformation, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pratiques, des indications? Oui, alors, d'abord je pense que la situation aujourd'hui est profondément différente de celle d'il y a 10 ans en arrière. En ce sens que les médias traditionnels ont perdu leur monopole. Et donc, qu'il y a la possibilité d'accéder à une information différente, à une information alternative, par les blogs, par les vidéos, par les réseaux sociaux, etc. Et que c'est tout à fait différent, les médias dominants restent dominants. Et par exemple, si vous voulez être candidat à une élection présidentielle, vous êtes obligé de passer par TF1, France 2, etc. Ça reste incontournable. Donc les médias dominants restent dominants. Simplement, il y a 10 ans, entre les médias dominants et les médias alternatifs, on était dans un rapport de 1 à 1000. De 1 à 1000. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un rapport de 1 à 10, de 1 à 20, mais que ça suffit pour changer l'ensemble. Parce que le média dominant a perdu le monopole. Et qu'il est obligé d'intégrer d'une manière ou d'une autre le média alternatif, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'événements qui autrement seraient occultés, les médias dominants sont obligés d'en parler parce que ça circule. On l'a vu, à mon avis, de manière assez intéressante, par exemple, sur l'affaire de la Syrie. La Syrie, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est loin. Je veux dire, quand on vous dit que la vie à Sevran, dans les quartiers nord de Marseille, est formidable, vous avez quand même des moyens d'avoir un peu de doute. Sur ce qui se passe en Syrie, c'est déjà quand même beaucoup plus difficile. Donc, et d'autre part, les médias dominants sont aussi en partie corrigés par les commentaires de leurs lecteurs sur les sites internet. Et donc, on a une information
qui aujourd'hui est beaucoup moins univoque. Le deuxième élément qu'on a, c'est que la télévision est aujourd'hui un média vieillissant, qui est regardé. Moi, j'ai vu, pourtant je ne les fréquente pas beaucoup, mais moi j'ai vu des gens de France 2 jeudi dernier, et on dit, bah oui, notre émission, qui est pourtant tatata, eh bien, elle est regardée majoritairement par les plus de 60 ans. Tac. Et c'est sûr que les modes de consommation des plus jeunes comptent sans doute à beaucoup d'imperfections aussi. Hein. Je veux dire, le téléphone, ça n'a pas non plus que des avantages, et le machin qui défile tout le temps, ça n'a pas que des avantages. D'accord. Mais en tout cas, la télévision a perdu quand même son rôle dominant, et les informations qu'il peut y avoir sur les blogs ou sur les réseaux sociaux sont quand même plus variées, beaucoup moins univoques que ce qu'il y a sur les grands médias. Donc les grands médias, ils sont quand même, les grands médias dominants, ils sont en déclin. Et les médias alternatifs, ils sont en progression. Donc le rapport des forces est en train de changer. On peut imaginer qu'un jour, ils se croisent dans l'escalier. C'est pas encore pour demain, malgré tout. Et ce jour-là, le pouvoir est forcément bouleversé, puisque le pouvoir, il tient, le pouvoir politico-idéologique dominant, il tient par les messages qu'il envoie dans les têtes. À partir du moment où les messages qui arrivent dans les têtes sont dissonants, discordants ou dissidents, eh bien, le pouvoir perd ses principaux piliers. Est-ce que vous pensez, alors on peut penser, on est assez critique avec son école de pensée, etc., sur Nouvel Arbitre, mais il y a eu des attaques récentes contre Alain Soral dans des meetings du Parti Socialiste. Est-ce que vous pensez que c'est la preuve ou pour eux, ça devient un danger clair du fait de la réussite de ces vidéos et de son site internet? Est-ce que vous pensez qu'on va commencer à voir de plus en plus des attaques directes ad hominem contre des acteurs de la réinformation qui jusque-là étaient plus ou moins ignorés? Oui. De toute façon, avec les médias dominants, quand vous êtes politiquement incorrect ou dissident, vous avez deux situations possibles. On peut vous appliquer deux situations possibles, le silence ou la diabolisation. Voilà. On nie votre existence, vous n'existez pas, et à partir d'un certain seuil, vous existez, mais vous êtes un salaud. Voilà. Donc ça, c'est le lot commun. D'ailleurs, c'est assez étonnant, on a vu quand même un certain nombre d'articles sur ce qui s'est passé avec les manifestations, les grandes, les petites, les moyennes, ce qui s'est passé entre novembre 2012 et juin 2013, on commence à avoir des articles critiques depuis. Évidemment, les articles sont critiques, forcément. Alors, Soral, oui, c'est assez intéressant, puisqu'il y a des vidéos qui sont quand même vues par 200 000 personnes. Et donc, et il a un public. Alors qu'il y a un public qui n'est pas du tout le public Manif pour tous, qui est en gros un public de jeunes, plutôt masculins, entre 25 et 40 ans, et qui se sentent de fait socialement ou économiquement déclassés ou sous-classés. Donc c'est un public. C'est sûr que pour le moment, c'est un public qui existe un peu virtuellement sur Internet, et le jour où il bouge, ça crée un souci supplémentaire au gouvernement. Donc je comprends qu'ils s'inquiètent. Ils ont d'ailleurs tout à fait raison de s'inquiéter, et je comprends que ce malheureux président prenne de plus en plus d'embonpoint, parce qu'il faut quand même compenser le stress. Alors deux dernières questions avant de laisser la parole à la salle. Plus